Quatrième partie Houdini, et donc cette fois-ci on va terminer notre bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc à multiplier en fait les étages ici. Et donc ce qu'on va faire pour ça, c'est utiliser un copy and transform. Le copy and transform va permettre de dupliquer un objet plusieurs fois. Dans ce cas-ci, un étage. Et donc, je vais aller chercher le résultat de mon merge et je vais le mettre dans le copy ici. Donc, ce qu'on peut faire quand on a un copy comme ça, c'est que à chaque nouvelle instance, on peut appliquer une transformation. Ici, ce qui va m'intéresser, évidemment, c'est de pouvoir faire un translate. Donc, ici, la hauteur du translate, je vais devoir aller la chercher comme étant la hauteur, en fait, de la bounding box de mon merge. Alors, on se retrouve toujours avec la même chose, hein, donc appel à des box. Voilà. Donc on voit ici, il a repéré tout de suite que j'appelais en fait la fonction bbox et il m'aide en me mettant la syntaxe, etc., comment l'utiliser. Donc je vais chercher // donc merge 1. Hop, j'ai voulu aller trop vite, pardon. Hop, merge 1. Voilà, et je vais aller chercher, donc il me dit tout ce que je peux utiliser, donc des xmin, xmax, etc. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est la hauteur complète de bâtiment. Si je prends le ymax, ça n'ira pas parce que le sol est en partie en dessous du niveau, en dessous du zéro. Donc ce qui va me mettre, ça va être juste la hauteur du pilier si je prends le ymax. Ici, c'est vraiment le dy size que je dois utiliser. D underscore y size. Voilà. Et donc là, si on regarde, on voit que ça match parfaitement. Et donc je peux changer ici avec total number, le nombre d'étages que je veux. Hop. Pas de problème. Alors il me reste quand même le... Je vais appeler ça donc les floors. Non, floors avec 2 O, c'est mieux. Donc ce qui me reste à faire maintenant, c'est à mettre un toit. Et donc pour le toit, je vais aller récupérer en fait cet objet-là que je vais transformer. Donc transforme, hop. Alors pour le transform ici, donc je vais mettre les floors en template, voilà. Donc pour le transform ici, j'ai besoin de savoir en fait la hauteur des floors. Donc là, je peux aller le mettre au-dessus des floors, donc à savoir à mon Y max. Et j'ai besoin de savoir aussi la hauteur du ground pour en tenir compte. Donc, dans le transform, ici, donc je vais aller chercher à nouveau un bbox, hop. Voilà. Donc là, il s'est mis à hauteur ici, mais on voit que je suis en partie enfoncé en fait dans dans les piliers. Donc je dois tenir compte, en plus de ça, de la hauteur de mon floor. Donc ici, je vais mettre plus $ size Y. Ah bah non, il était bon en fait. Je devais pas faire de décalage. Autant pour moi. C'est plus simple comme ça. Voilà. Et donc, j'ai mes floors, j'ai mon... Je vais appeler roof. Voilà. Et j'ai plus qu'à les fusionner ensemble, donc faire un merge. Hop, hop. Et le merge, je vais l'appeler building.
Voilà. Voilà, et donc maintenant, ben, j'ai tous les éléments qu'il me faut. Donc, avec le floors, je peux changer le nombre d'étages, et j'ai toujours le roof qui vient se mettre au bon endroit. Je peux changer tous les paramètres et tout suit automatiquement. Donc, si je vais sur base, je peux changer la hauteur des bases. Ça marche. Je change la hauteur des piliers. C'est bon. Donc, tout fonctionne correctement. Donc là, on a notre objet, mais par contre, pour l'utiliser, pour modifier le nombre d'étages, etc., c'est un peu pénible parce que il faut chaque fois aller éditer dedans, il faut aller rentrer dedans, quoi. Ce qui est pas terrible, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par la notion de Smart Asset. Et donc, pour pouvoir faire ça, je vais déjà sélectionner tout ce qu'on a fait, ici, et utiliser cette icône ici, qui va faire un subnet. Donc, en gros, ça va empaqueter tout ça dans un node. Donc, ça va rajouter un étage. Donc, je clique dessus, hop. Et donc, maintenant, je n'ai plus qu'un seul package. Mais si je double-clique dessus, en fait, je retrouve tout ce que j'avais fait. Plus quelques petits nodes en plus, qui permettent en fait de gérer des entrées. Donc si éventuellement je fais un node qui me permet de manipuler de la géométrie ou quoi, c'est possible. Dans ce cas-ci, les entrées, j'en aurais pas besoin du tout. Donc là, je vais appeler ça Pillar House. Donc une fois que j'ai fait mon subnet, je clique bouton droit dessus et je vais faire un Create Digital Asset. Voilà. Donc le Create Digital Asset va me permettre de faire un objet que je vais pouvoir importer par exemple dans Unity, dans Maya, etc. Et de pouvoir dans ces softs manipuler les paramètres que j'aurais exposés. Vraiment de la même manière qu'on fait avec des substances dans Substance Designer. Donc, je vais l'appeler Pillar House. Et en fait, on peut choisir l'endroit où on veut sauver ce qu'ils appellent cette librairie, quoi, donc ce fichier OTL. Donc, je vais aller le sauver sur mon desktop et je vais l'appeler Pillar House.otl. N'oubliez pas de mettre l'extension parce que sinon vous n'aurez pas, vous aurez un fichier sans extension. Une fois que vous avez fait ça, accepte, hop, et il ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir pas mal de choses en fait sur votre asset. Entre autres, ce qui va nous intéresser particulièrement, les paramètres. Dans le Basic, on retrouve par exemple le nombre d'inputs, etc. Donc ici, les inputs, je vous ai dit, on ne les utilisait pas, donc je l'ai laissé à 0. On peut même avoir plusieurs outputs, si on veut. Ce qui n'est pas le cas ici. Et donc pour les paramètres, ça va nous permettre de définir notre interface. Pour l'instant, l'interface, on voit, elle est complètement vide. Donc je vais avoir des paramètres principaux et des paramètres secondaires. Donc les paramètres principaux, ça va être le nombre d'étages, le nombre de piliers sur un axe et sur l'autre, etc. Donc pour un peu trier ça, il y a deux façons de faire. Donc soit je mets des labels, donc ici comme je ne vais pas avoir grand chose, je vais utiliser plutôt les labels, sinon il y a moyen de mettre des folders, et en fait les folders ça va apparaître comme étant des tabs. Donc si vous avez vraiment beaucoup de paramètres, mettez des folders, regroupez-les en folders. Donc ici je vais mettre un label, donc je prends le label, hop, je le rajoute ici. Le nom de la variable ici, en fait j'en ai pas besoin parce que le label, j'ai pas envie d'avoir un label dynamique. Et par contre la deuxième valeur ici, en fait c'est le contenu du label. Donc je vais avoir les main parameters. Voilà. Donc je fais un apply et on voit le label qui apparaît ici. Je vais directement mettre mon deuxième label qui va être les details.
Alors, pour lier les paramètres au contenu vraiment de mon asset, il y a deux façons de faire. En fait, on peut faire ça dans deux directions. Donc, soit je déclare ma variable directement dans mon interface ici et je l'utilise après dans mon subnet, soit je vais aller récupérer des valeurs du subnet et je vais les drag-dropper dans mon interface. Premier paramètre que j'aimerais bien avoir, c'est la quantité en fait de polygones que je veux avoir sur mes colonnes. Donc ça va être un nombre entier, ça va correspondre au nombre de polygones, au nombre de faces qu'on a en fait sur les piliers. Et donc je vais prendre un integer et je le drag drop ici. Alors le nom du paramètre ici, il a de l'importance parce que c'est ça que je vais utiliser à l'intérieur, c'est ça que je vais référencer. Donc ça va être... je vais appeler ça, bon, je vais mettre avec minuscule, pilar face count. Voilà. Et le label, pilar face count. On peut définir un range, ce qui est évidemment très pratique ici. Donc je vais définir, il y aura un minimum de 3 faces. En dessous de 3 faces, ça va plus marcher, quoi. Et donc je vais mettre 3 faces et je vais mettre le cadenas, comme ça on ne peut pas descendre en dessous de 3. Et au maximum, je vais mettre 15, mais je vais laisser le cadenas ouvert, comme ça du coup, je veux dire, si l'utilisateur il veut faire des pilars à 500 faces, il peut, quoi, il n'y a pas de problème. Donc je fais hop, apply, et là du coup, on voit, j'ai mon slider, et je peux changer les valeurs comme je veux. Je peux mettre aussi une valeur par défaut, en allant dans Channels, et là je vais mettre par défaut une valeur de 8, par exemple. Voilà. Donc ici, comme j'ai déjà changé la valeur, il n'en tient pas compte. Voilà. Je vais mettre 8. Alors, comment est-ce qu'on va faire le lien entre les deux? En fait, c'est relativement simple. Mon paramètre ici, donc dans l'interface, en fait, je vais cliquer dessus, bouton droit, et j'ai un menu qui apparaît, et là, je peux faire un copy parameter. Donc, je fais un copy parameter, et puis je vais dans mon subnet, et donc c'est dans base et dans centrale que je vais l'utiliser. Donc c'est pour ça en fait que j'ai d'abord déclaré ma variable ici, c'est parce que je savais que je devais l'utiliser à deux endroits. Donc en fait il vaut mieux, quand vous devez réutiliser plusieurs fois un même paramètre dans plusieurs nodes, il vaut mieux le déclarer dans l'interface et puis après l'utiliser dans le subnet et pas dans le sens contraire. Donc ici je vais aller dans mon tube base, hop, et donc ce que je veux modifier c'est le columns ici. Et donc je vais sur columns, je clique bouton droit et là je peux faire un paste relative référence, clac, et on voit il fait ch de pilar face count et donc maintenant c'est directement lié. Je vais faire pareil pour mon tube central, paste relative référence, voilà. Et donc maintenant si je remonte sur mon pilar house et que je regarde mes piliers, eh bien, je change le nombre de polygones qu'il y a sur chacun des piliers dans mon interface. Voilà, et donc ça, je l'ai fait dans ce sens-là parce que effectivement, j'avais une réutilisation de plusieurs, dans plusieurs nodes, quoi. L'intérêt aussi de faire dans ce sens-là, si par exemple je voudrais avoir, je sais pas moi, un peu plus de polygones sur les bases que sur les autres, je peux très bien, dans mon subnet base ici, je pourrais dire, en fait je vais utiliser ça, que je vais multiplier par exemple par 1.25, hop, et donc du coup j'ai un petit peu plus de polygones en bas, donc ça permet de faire une formule mathématique, de l'utiliser dans une formule mathématique. Donc, je vais le retirer, j'aime bien avoir le même nombre de polygones, mais c'est une option qui est intéressante. Alors, maintenant, ce que j'aimerais bien exposer, par exemple, c'est la hauteur des piliers. Donc ça, c'est dans tube central. C'est le 8 ici. Et donc là, dans ce sens-ci, c'est beaucoup plus simple, parce que là, j'ai qu'à prendre le 8 et je le drag drop. Ici, je vais le mettre dans les main parameters, et hop, voilà. Donc le 8 ici, donc je vais changer de label, donc ça va être pilars 8. Alors pour le range, je vais mettre un minimum de 0.1, 10 c'est un peu abusé, donc je vais mettre, pardon, donc j'avais dit 0.1 et 2. Voilà.
Alors, donc là je vais faire un apply, et donc si je retourne dans Pillar House, voilà, donc maintenant j'ai Pillar 8 qui me permet de changer la hauteur des piliers directement. Et je descends au minimum à 0.1 et je monte à 2 maximum. Voilà. Donc là aussi, pour ce paramètre-ci, valeur par défaut, 1, c'est très bien, c'est ce que j'avais. Donc il a retenu en fait que la valeur que j'avais d'origine était 1, donc ça me convient très bien. Donc je vais mettre aussi le nombre de piliers en largeur et en profondeur. Donc je retourne ici et je vais dans les paramètres de la grid. Et donc je vais avoir le rows et columns que je vais venir drag dropper rows, column. Voilà. Et donc je vais mettre pillars row count et pillars column count. Et donc voilà, je vais monter un maximum de 20, ça me paraît pas mal. C'est même déjà beaucoup. Donc, hop, apply. Voilà, donc là j'ai la hauteur de mes piliers. Voilà, donc ouais, dans les détails, je vais mettre aussi par exemple les couleurs. Donc pour pouvoir modifier la couleur, donc je vais avoir color base. Donc là aussi, je prends la couleur, hop. Non, je prends la couleur, pardon, hop. Et je la drop ici dans details. Donc là, ça va être color base color. Et je peux choisir la couleur de base, donc ça il a retenu aussi, très bien. Je vais aller dans color central ici. Et donc là c'est pillar central color. Et il me restait aussi le ground color. Le ground color qui est ici. Hop. Ground color. Donc voilà, ground color, apply, et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, maintenant, je peux modifier la couleur des différents morceaux, donc la base, pilier central, et le ground ici. Donc, je peux modifier ça, le nombre de pillars qu'il y a sur un axe, sur l'autre, nombre de faces, donc voilà. Donc avec ça, on a un truc assez complet, donc je vais faire accept. Alors si jamais vous voulez rouvrir la fenêtre ici, parce que vous l'avez fermée, et que vous avez envie de refaire des modifications dessus, vous pouvez simplement cliquer bouton droit et vous allez sur Type Properties. Donc ça réouvre cette fenêtre-là et vous pouvez continuer à éditer tout ce que vous voulez. Alors si vous voulez faire un test rapide d'import, un truc que vous pouvez faire aussi dans votre graphe ici, c'est rajouter un node file. Donc le node file, hop, voilà, c'est celui qu'on avait utilisé, qui avait été utilisé tantôt quand on avait créé une géométrie de base, il y avait un cube dedans si vous vous rappelez. Donc je vais le brancher, je vais aller dire où je veux sauvegarder mon fichier. Donc là aussi, desktop, et je vais choisir, là il y a plein de formats dans lesquels vous pouvez exporter. Je vais exporter en OBJ par exemple, et je vais appeler pillars.obj. Accept, voilà. Et une fois que j'ai changé le nom, je vais simplement changer ici le mode, et je vais me mettre en write. Voilà. Et donc le fait d'avoir fait ça, il va me créer un fichier pillars.obj que je vais pouvoir importer n'importe où.
Maintenant, si vous voulez importer ceci dans Unity ou dans Maya, etc., dans Unity, il faut installer le plugin qui correspond à votre scène. Il faut savoir que vous ne pouvez pas exporter à partir... ce que vous exportez ici dans une version Apprentice, donc une version non commerciale gratuite, ça ne vous permettrait pas de le voir dans Unity, dans Maya, etc. Donc il faut absolument une version payante pour pouvoir l'utiliser dans Unity. Donc celle qu'on utilise à l'école par exemple fonctionne très bien pour ça. Voilà, et sinon à part ça, voilà, on a réalisé notre premier Smart Asset. Et donc tout est modifiable facilement. Tout est exposé ici, et tous ces paramètres se retrouveront dans Unity, dans Maya, quand vous l'importerez sous un format OTL. Donc, pas mal de possibilités, donc c'est encore un exemple évidemment très simple, il y a moyen de faire des choses bien plus complexes, mais ça vous donne une petite idée du potentiel Houdini, qui est vraiment l'équivalent 3D de Substance Designer. Ça vous permet vraiment ici de générer des mèches complexes, etc. On ne s'est pas vraiment occupé des problèmes de matériaux, de coordonnées de mapping, etc. Mais évidemment, toutes ces choses-là pourront être évidemment ajustées après. Donc je ferai certainement d'autres vidéos encore sur Houdini. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre le soft et de faire déjà un premier exemple concret avec. À la prochaine fois.